Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et ce soir, dans Libre Ensemble, on reçoit Fabrice Humbert, écrivain et professeur de littérature française, auteur de 10 romans, traduits dans de nombreux pays, dont Origine de la violence. Souvenez-vous, il avait été également porté à l'écran par Élie Chouraki. Et puis, il nous revient, tiens, avec De l'autre côté de la vie, qui sort en cette rentrée littéraire chez Calment Lévy. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Fabrice Humbert, comment allez-vous ? Très bien, merci, heureux d'être avec vous. Le plaisir est partagé, en tout cas il est pour moi. Vous nous offrez donc ce livre De l'autre côté de la vie, qui ne parle pas de la mort, hein, on va le voir. C'est plutôt, je plante le pitch, un père fouille Paris que l'on dit bientôt prise d'assaut, dans une guerre civile, hein, les bleus contre les rouges. Un père embarque ses enfants dans une voiture trouvée non loin d'un garage en feu. Il veut à tout prix les protéger et rejoindre une république libre du Jura, en tout cas une république du Jura. On ne sait pas si elle est libre, on ne sait même pas si elle existe véritablement. S'ensuit une sorte de road movie, mais où le héros n'est pas vraiment un héros. Il le dit lui-même, il est inoffensif. Et vous le dites dans sa bouche, nous étions tous inoffensifs et nous aurions dû le rester pour demeurer des hommes. Fabrice Humbert, c'est un thème assez récurrent chez vous, hein, et brûlant, plus aujourd'hui d'ailleurs que tous vos autres romans, celui de nos sociétés qui se délitent, la violence qui gronde, comment elle peut faire subsister une société ou la voir s'effondrer. Est-ce que quand vous avez écrit ce roman, ce dernier roman, est-ce que nos sociétés étaient déjà en pleine dilution, voilà, ou pas encore ? Oui, à l'origine du livre, même si je l'ai compris qu'après, c'est une émeute et la concession automobile d'un de mes amis qui a été incendiée. Et lorsque je me suis retrouvé devant le garage, totalement calciné, dans un quartier en plus où j'avais enseigné il y a bien longtemps, au début de ma carrière d'enseignant, je me suis dit quand même que tout ça prenait un tour inquiétant. Il avait donc été incendié par des manifestants, enfin, Oui, c'est ça, par des émeutiers. En fait, c'était à la suite de la mort d'un jeune homme, Naël, qui a été tué par des policiers. Ensuite, il y a eu des émeutes de jeunes. Et voilà, il se trouve que cette concession automobile avait été incendiée. Et ensuite, les images vidéo étaient tellement frappantes que ça faisait vraiment penser à des scènes de guerre. Et puis, comme il faut bien dire, le climat s'est pas vraiment amélioré en France, en Europe, aux États-Unis. C'est vrai que l'inquiétude qui me taraude depuis des années, qui est un peu obsessionnelle, du basculement des sociétés, et qui vient, voilà, c'est franchement pas un scoop, de mon histoire familiale, On a découvert de la l'origine de la violence. voilà, exactement. Le fait de devoir affronter l'histoire une nouvelle fois, parce que je pense quand même que c'est ce qui nous arrive. J'espère que ce sera sous des formes beaucoup, beaucoup plus diluées que la Seconde Guerre mondiale, mais il n'empêche que c'est quand même de l'histoire en direct, avec toute la part d'inquiétude, d'incertitude. Plus jamais ça, il n'est plus vraiment Oui, là, on voilà, l'entend c'est plus, ça, hein. c'est ça. Et malgré tout, tous les conflits à nos portes, un ancien allié qui devient un adversaire, tout ça est quand même inquiétant et donne un substrat politique, c'est sûr, au livre. Oui, parce qu'on pourrait, enfin, j'imagine que vous l'aviez peut-être pensé il y a encore un an ou deux comme une dystopie, mais la réalité est proche de la fiction maintenant. En fait, la réalité dépasse presque la fiction et on ne lit plus vraiment ce roman comme une dystopie, mais presque comme un petit recueil de bons plans ou de choses à faire ou à ne pas faire. Enfin, Oui, j'exagère alors un peu, mais- c'est vrai que c'est ce que m'ont dit les gens, qu'il fallait le publier vite, ce livre, parce que sinon ce serait plus un roman mais un document. Oui. Alors bon, moi je suis quand même plus optimiste que ça, mais c'est vrai qu'il y a des ferments de dissolution dans nos sociétés auxquels je suis vraiment attentif. Page 31, et c'est peut-être ça aussi le point qui nous taraude le plus. Vous écrivez plus personne ne voulait des morts, personne n'en avait jamais voulu sans doute, mais plus personne n'était même prêt à les imaginer. Nous étions inoffensifs. Et surtout, ce qui étonne les protagonistes, c'est la dégradation des rapports humains. C'est une étrangeté, ça devient une étrangeté. Et cette émission s'appelle Libre Ensemble, mais il y a le mot ensemble qui est important. C'est peut-être ça en fait le plus effrayant, c'est qu'on ne sait plus qui sont les ennemis, les amis, et qu'il faut se méfier de tout le monde et qu'il n'y a plus aucun lien.
Oui, les autres deviennent une menace latente. On ne sait pas si ce seront des amis ou des ennemis. Et ensemble, c'est vrai que c'est quand même toujours la question d'une société, hein. C'est vivre ensemble. Et là, dans une société qui se délite, précisément, on ne vit vraiment pas ensemble. Et chacun peut devenir un ennemi pour l'autre. Mmh. Ce côté inoffensif que votre personnage, appelle de ses voeux et voudrait le continuer et malgré lui, il est obligé de traverser, presque toute la France à pied, de se remémorer un peu Mmh. tout ce pays qu'il aimait. Il veut encore protéger ses enfants évidemment et garder leur innocence. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'innocence, est perdue pour chacun de nous? Je pense Il faut faire face que à des questions, fondamentales et alors, vite. on fait face à des questions fondamentales, ça c'est sûr. Après, je pense que pour la grande majorité d'entre nous, nous sommes inoffensifs. C'est et ça me frappe Oui, souvent. inoffensif mais pas innocent. Effectivement, Pas les 2 innocent, peuvent être, mais inoffensif et malgré tout, voilà, je suis assez frappé dans nos pays. De tous ces visages inoffensifs que je vois. En fait, nous sommes une grande majorité d'êtres inoffensifs et qui ne voulons que la paix. Et puis après, évidemment, il y a des activistes de l'affrontement qui veulent autre chose. Mais en fait, il y a une grande majorité de témoins très contemplatifs. Alors moi, je suis un être particulièrement contemplatif. Mais en fait, le rôle du témoin est toujours décisif dans les moments historiques. Parce que s'il ne fait rien, et en général, il ne fait rien, Mmh. mais en fait, la situation va basculer. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme, puisque il fait partie de l'immense majorité passive. Il a vu ce qui se passait, il a vu les changements peu à peu, Mmh. mais il n'a jamais voulu agir et s'engager. Ça fait absolument pas partie de son naturel. Et puis, il faut bien dire que voilà, nos sociétés sont toujours un peu inertes face à Mmh. l'histoire. Et malheureusement pour lui, et j'espère que ça ne se passera pas comme ça, la société a fini par basculer. Et donc, dans ces cas-là, on est pris. Mmh. Parce que c'est toujours ce qui m'a frappé, c'est l'espèce de fatalité historique. À partir du moment où elle se met vraiment en branle, toutes nos vies en sont... Ah oui, vous n'avez pas le choix. Ou voilà, vous on n'a restez plus le choix. assis. Mais quand on a des Exactement. enfants, il le dit d'ailleurs, hein, si j'avais été seule, je serais sans doute restée chez moi et j'aurais attendu sans doute de se faire tuer. Mais Mm. comme il a des enfants, il est obligé. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui répète, c'est qu'au fond, il n'a jamais manifesté une extrême volonté de survie ou d'affirmation de soi. Mais en revanche, oui, pour ses enfants, il veut absolument survivre et il veut absolument les emmener vers cette République du Jura où il pense trouver la paix, où il pense qu'on peut vivre ensemble, pour reprendre Pour le coup. Oui, il y croit en tout cas. il y croit. Et puis alors il croise un jeune homme qui est libre, voilà, qui lui aussi fuit sans doute les troubles. Il est libre, lui, hein, vous le dites aussi nombreuses fois, c'est Abraham. Mais c'est la figure d'Abraham, c'est fait exprès ce nom sacrificiel venu de la Bible. Alors, c'est pas fait exprès, mais je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait cette dimension sacrificielle, oui, parce que ça répond à une interrogation que j'ai depuis des années. Alors, ce qui est clair, c'est que cet homme-là, ce père, il est capable de se sacrifier pour ses enfants. Mhm. Ça, il le sait. Et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir se sacrifier pour On va dire nos c'est enfants. facile ça. Voilà, c'est facile. Pour les enfants des autres, c'est déjà beaucoup plus Voilà, mais il y a une grande compliqué. question, je trouve, qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable de se sacrifier pour autre chose que pour ses enfants, pour un idéalisme, pour de la générosité, Pour un pays, comme vous le dites pour aussi. un pays. Ce que font les Ukrainiens d'ailleurs. Voilà, hein, c'est en ça. majorité. C'est ça. Et je pense qu'on est des sociétés où on est seulement prêt à se sacrifier pour ses enfants. Mhm. Alors, ça peut avoir ça peut avoir véritablement du sens, hein. Je veux dire que quand je regarde les manuels de morale de la fin du 19e siècle avec oui, tu dois pouvoir mourir pour ton pays, etc. Bon, on est heureux d'être dans une autre situation. Mais en même temps, Nos si pères on est... aussi nous disaient il faut être utile à la société, Oui, il voilà, faut c'est pouvoir se ça. sacrifier pour le travail. Hein, ça Exactement, passait par oui. un labeur dur, c'était normal. Oui,
On est Et dans des s'il y a sociétés beaucoup plus individualistes. Oui, beaucoup plus peut-être. individualiste. Et s'il y a eu aucune possibilité d'idéalisme, Mhm. malgré tout, ça fait des sociétés qui sont quand même des sociétés pauvres, je pense. Oui. Pour qui et pourquoi? À quoi Voilà, bon? pour qui, pourquoi, Vous dites oui. d'ailleurs, qu'est-ce que vous posez cette question, que représente notre pays? Tiens, la France pour vous, la Belgique pour nous. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi un pays aujourd'hui? Bah, c'est pour ça qu'il est très présent charnellement dans le récit. Parce que Est-ce qu'on l'aime, ce pays? effectivement, je sais pas trop quelle est l'identité d'un pays, etc. Mais ce qui est sûr, c'est il y a des liens profonds, charnels et quasi indéfinissables Mhm. avec le pays qu'on a, ou bien dans lequel on est né, ou bien qu'on a choisi, puisque là, c'est quand même un étranger à l'origine, hein, mais il a choisi ce pays, il l'aime. Et après, le récit du voyage vers la République du Jura, c'est aussi le trajet à travers la France, à travers ces paysages Qui nous font, particuliers qui nous qu'on peut aimer, constituent qui nous aussi, surtout sur constituent, oui, qui deviennent, je trouve, à la longue, une part de nous-mêmes. Donc il y a il y a un vrai amour pour la France, hein, qui apparaît dans ce livre. Et par contradiction, une vraie tristesse, en fait, devant la division, hein, Mhm. devant les divisions de la France, et donc possiblement de la Belgique. Bon, je ne sais pas si les tensions sont aussi importantes en Oh Belgique oui, qu'en France. Mais nous, depuis les dernières élections, elles le deviennent, oui, ouais. tout à fait. Et puis, effectivement, on le voit aussi aux États-Unis. Beaucoup d'Américains disent «j'aime tellement mon pays», mais le quittent pour diverses raisons. Et ça doit être un déchirement, en effet. Quand on n'est plus en accord avec là où Ah bah oui. l'endroit où on est né nous a forgé et qu'il ne ressemble plus à ce qu'on a connu. Bah, on s'est plusieurs fois posé la question avec ma femme, parce qu'elle est d'origine allemande. Elle Mhm. vient d'Allemagne. Donc, si la situation se désagrège, où Où est-ce qu'on allez-vous? va? Vous Est-ce avez, qu'on vous avez le reste choix. Ouais. voilà, est-ce qu'on reste en France ou est-ce qu'on part en Allemagne? Oui, oui, ce sont des questions. Mais vous voyez, le fait même qu'on ait cette conversation, ça dit quand même quelque chose du niveau d'inquiétude des citoyens en ce Oui, moment. oui, tout à fait. Quand on commence à penser Ouais, à tiens, c'est on ça. irait où, nous? Voilà. Votre personnage, dont on ne connaît pas le nom, tiens. Oui, Mhm. il n'a pas de nom, Il n'a mais pas de c'est nom, aussi c'est... parce qu'il est tout le monde. Oui, Il il est est tout le monde. parfaitement Ouais, normal. voilà, exactement. Donc, ce personnage, vous lui faites dire, page 75, je devrais toujours écrire je crois, je suppose, je pense, peut-être. Lorsque tous ces gens sont arrivés avec leur certitude, lorsqu'ils se sont mis à proclamer des solutions et désigner des ennemis, beaucoup les ont crus parce qu'ils parlaient haut et fort sur un ton de procureur. Mm. On est en plein dedans là, hein, Ah oui. entre le populisme, l'ère de la post-vérité de Trump. Certains même disent la post-réalité. À force, on ne saura même plus ce qui est réel ou pas. Est-ce que Ah la oui. Terre finalement ne serait pas plate, à vrai dire? Mais oui, soyons platistes. Mais oui, oui, alors j'adore le je crois, je pense, tout ce qui est relatif. Euh, je, bon, c'est peut-être facile, mais je hais les dogmatismes. Mais vraiment, les dogmatismes nous font du mal. Oui, À surtout nous, apporter des actuellement. solutions, des solutions Oui, simples à des problèmes c'est ça. complexes, Oui, à un voilà. moment donné. Mais on en rêve tous, mais ce n'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Alors, parfois, je me sens parfaitement désemparé devant la complexité des situations où je vois bien, en fait, toutes les contradictions qu'il y a à l'intérieur Mhm. même, et choisir est difficile. Mais il n'empêche que ce dogmatisme nous a fait quand même beaucoup de mal, je dirais, à tout l'Occident. Mhm. Et les discours qu'il y a, c'est terrible. On prend un tour beaucoup trop politique, mais c'est vrai que ce que j'entends aux États-Unis est quand même terrifiant. Mhm. Mais alors, votre personnage demande aussi à la fin d'un chapitre au réel de l'aider. Je trouve ça superbe. Je lui ai demandé d'être solide pour que je puisse m'appuyer dessus. Mais ça, moi, ça me touche parce qu'on est complètement là-dedans. Et il y a un Mm. moment donné où on ne peut pas prendre parti, on veut de la réalité, mais on veut aussi pouvoir s'en échapper, mais sans qu'on nous propose du faux non plus. Euh, euh, Oui, et c'est peu à peu, en fait, le réel se dilue parce que comme il entre dans cette atmosphère de conte, voire de rêve parfois, où il ne sait plus trop ce qui est oui, c'est ça. vrai et ce qui est faux. Bah, effectivement, il demande au réel de l'aider, d'être univoque. Plus il progresse
Et plus il se rapproche des montagnes, plus il lui semble que la réalité se dilue, qu'il est entré dans un mauvais rêve. Et l'esthétique du livre, c'est celle-là, c'est-à-dire que ça part d'une dimension, certes d'anticipation, mais qui est quand même réaliste. Et peu à peu, il y a cette espèce de progression dans le domaine du conte et du rêve. Voilà, Qui peut-être vous rassure. Vous aimez ça, les contes, hein, Alors je moi, sais. j'adore Et les ça nous contes. rassure aussi. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, le conte, il nous rassure alors que normalement, il ne devrait pas nous rassurer. Parce que l'univers d'un conte, c'est toujours ce mélange de cruauté et Tout d'innocence. à Et je fait. crois que c'est vraiment ça le livre. Hein. Il y a de la cruauté à cause de la Ah, il y a toujours situation. Barbe Bleue, hein, d'ailleurs, Voilà, vous, voilà, il dans y le a toujours château, Barbe Bleue, où exactement. il y a le loup qui mange le petit Voilà, il y a le loup chaperon et la qui grand-mère. mange, il y a la cruauté, il y a le danger. Et puis en même temps, il y a cette espèce d'optimisme inhérent au conte qui fait qu'à la fin, on s'en tire. Et c'est un modèle littéraire, d'abord, pour moi. C'est ce qui m'a lancé Mhm. en littérature. Je suis devenu fou des livres à partir des contes. Mhm. Et C'est vrai que c'est une puis, bonne entrée dans la littérature, hein, le ah ouais, conte. ouais, ouais. Ah, je pense vraiment. Mhm. Et puis, en plus, on a quand même des versions mises en forme qui sont magnifiques, voilà, dans une langue très pure. Et donc, ça a été un peu mon modèle pour le livre. Hein. Voilà, on est dans le conte, avec ce mélange d'innocence et de cruauté, mais il y a une espèce de pureté du conte, voilà, que j'adore. Et je voulais faire vivre. Oui, vous avez raison. Je crois que j'ai vu, c'est Robert Redford, hein, qui vient de décéder. On a beaucoup vu et entendu qui disait qu'il adorait quand son papa le couchait le soir et qu'il lui disait juste Once upon a time, il était une fois, et que tout était possible. Ah oui, mais C'est ça, c'est c'est ça d'ailleurs. bah, ça, c'est totalement merveilleux. C'est ce que j'ai eu pour moi, c'est ce que j'ai fait pour mes enfants. Et je suis content que Robert Redford ait dit ça parce que je trouvais que c'était une belle figure. Mm, mm. Et dans un de mes précédents livres, Le monde n'existe pas, j'avais souvent pensé à, à ce film, vous savez, où il est avec Barbara Streisand. Nous Oui, sommes tant aimés. c'est Ou, ça. Nous sommes tentés, mais je pense que c'est ça. ouais, Ou un peu j'avais, de choses j'avais, près. euh, j'avais vraiment aimé ce film et le destin de ce personnage parce que j'étais persuadé. Oui, c'est un personnage à qui tout est donné en apparence. Et puis en fait, il va produire un livre, un roman dans sa vie. Et puis après, il va jamais réussir vraiment à devenir écrivain. Et moi, quand j'avais 20 ans, j'étais persuadé que ce serait ça ma vie, que j'arriverais jamais à devenir écrivain. Ah bah voilà, il fallait être un peu plus confiant en vous. C'est bien, l'avenir vous a donné les preuves du contraire. Il y a aussi, si on revient, pour terminer un peu cette ambiance de conte, les biches, qui est un symbole fort à un moment Mm. donné du livre, où le narrateur et son fils Mm. aperçoivent un troupeau de biches. Mm. Ça peut paraître anodin quand on se promène en campagne, Mm. mais là, il a un brutal retour vers la merveille du monde, les merveilles du monde. C'est ça. Et il dit, c'est ça notre erreur, avoir construit un monde de choses hors de la vie et contre la vie. C'est aussi de ça dont les politiques essayent de nous séparer aujourd'hui, évidemment. Oui, et dont un peu tout, à vrai dire. Hein. Et c'est peut-être ça qu'on Nous cherche, aussi, on se justement. sépare de ça, mais cet Et ça nous manque. émerveillement de la nature. Alors, c'est une page qui est très importante pour moi dans le livre, qui fonde un peu toute cette idée que, même si le livre parle de guerre civile, c'est un livre totalement lumineux. C'est parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de retrouver dans cette page, c'est l'idée d'une sorte d'Éden perdu, d'origine, de quelque chose de Val de merveilleux l'œil de qui la biche, subsiste. oui. Vous voyez, exactement dans le regard de la biche. Et cette idée que, voilà, pour tout homme, il y a cet Éden qui subsiste, auquel voilà, je crois absolument, et je ne crois pas du tout que ce soit une idée personnelle. J'ai vu que Mircea Eliade, historien des religions, revenait beaucoup là-dessus, sur l'idée que si on était si attaché aux mythes, c'est parce que les mythes nous permettaient d'échapper au temps historique pour revenir à un temps originel. Mhm. Cette rencontre avec les biches, c'est vraiment la rencontre de l'origine, de ce qu'il faut préserver, d'une pureté. Et ce père essaye vraiment de préserver la pureté. Même dans le chaos, il y a la pureté, il y a la possibilité d'une humanité
régénérer en quelque sorte. Et vous avez raison, vous n'êtes pas le seul. Beaucoup, on revoit passer de nombreuses lectures des jeunes qui découvrent Walden de Thoreau, où effectivement, est-ce que le centre de tout, ce ne serait pas ce rapport à la nature? Oui. Et on voit que la jeunesse d'aujourd'hui pourrait peut-être être sauvée par ça. Et ce que j'aime dans votre roman aussi, c'est que traversant les bois ou les campagnes, les champs, ils n'ont pas peur. Ils ont plutôt peur de l'humain et des villages un peu désertés. C'est amusant parce qu'il y a quelques années, on aurait peut-être dit le contraire. Traverser une forêt ou un bois, c'est dangereux, ça fait peur, il fait noir. La forêt, c'est dangereux. Bambi est mort en forêt. Enfin. Oui. Et c'est vrai que là, c'est la protection, au contraire. La forêt, complètement, oui. D'ailleurs, là, c'est pas comme dans les contes, parce que la forêt dans les contes, parce que elle est souvent maléfique. Au Moyen-Âge, elle est souvent maléfique. Les arbres là, des au bras. contraire, c'est ça. Et là, c'est le rapport. Et puis les biches arrivent et c'est merveilleux. Et puis, alors, à un moment donné, vous énumérez tout ce qui nous sépare. C'est vrai que la nature, elle ne nous sépare pas. Enfin, soit on l'apprivoise et on arrive à vivre avec elle, mais c'est nous, humains, qui nous sommes séparés. Alors, page 113, vous énumérez tout ce qui nous sépare. Les Armagnacs des Bourguignons, les protestants des catholiques, les juifs des musulmans, les immigrés contre les natifs, les riches contre les pauvres, les jeunes contre les vieux, les bleus contre les rouges. Encore là aussi, je suis désolée, vous dites, on en repart dans la politique, mais il est très politique aussi, votre livre. Oui. Parce que ce sont les populistes qui font ça, c'est le eux contre nous. Oui. Tout est basé là-dessus, c'est nous séparer et ne plus être libres ensemble. Oui, non, tout à fait. Après, il faut bien avouer que l'histoire de chacun de nos pays, c'est quand même beaucoup d'opposition aussi. Et un des fondements de la France, c'est quand même cette diversité qui s'est souvent muée en opposition. C'est quand même les guerres civiles sont pas rares. Il y en a eu. Il y en a eu. Et actuellement, il y a clairement des gens qui poussent à l'affrontement. Ça, c'est certain. Après, voilà, un certain optimisme me fait penser que nous arriverons à être libres ensemble. Oh, vous êtes un Français positif. Ils sont toujours en train de râler, les Français. Non, oui, si. Non, les Français sont tout le temps en train de râler. Et... Regardez la retraite à 67, nous, on l'a accepté sans broncher. Oui, mais nous, on râle beaucoup. Mais vous avez raison. Oui, c'est arriverez à une des forme. Des alors, c'est une forme de puissance de la société civile, c'est vrai. Et puis, c'est aussi des choses plus étranges, comme un pessimisme généralisé sur notre pays, sur nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il faut pas râler, il faut lutter alors. Oui, c'est ça, parce que on gagne chez nous, c'est... Enfin, dans tous les sondages, c'est vraiment le pays qui considère qu'on est malheureux, qu'on vit très mal en France et qu'on va vers la catastrophe. Et c'est quelque chose qui a posé 1000 soucis à tous les politologues. Comment se fait-il que dans les pays les plus pauvres du monde, on soit, dans les sondages en tout cas, beaucoup plus heureux que les Français? Mais voilà, je crois que c'est le sentiment beaucoup d'une espèce de déclin. Enfin, c'est des choses étranges qu'il est difficile d'expliquer. Cette nostalgie d'une France mythifiée qui n'a sans doute jamais existé non plus. Voilà. Chez certains de vos... Oui, c'est sûr que ça joue, ça c'est certain. De l'autre côté de la vie, Fabrice Imbert, ce serait quoi? C'est pas la mort, donc, on l'a dit en début d'émission. Ouais, de l'autre côté de la vie, c'est la pureté, c'est l'innocence. C'est vraiment essayer de chercher ce qu'il y a derrière, voilà, cette vie matérielle, derrière l'éventuel chaos de nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui redonne l'espoir? Oui, qui redonne l'espoir. Ouais. Puis il y a des petits combats de chaque jour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi: la vie n'est-elle pas une guerre à bas bruit? Oui. C'est-à-dire que... Elle demande aussi de se battre, et on le disait, chez les jeunes, il faut un idéal, il faut pouvoir avoir aussi quelque chose pour qui ou pourquoi exister. Oui. Alors ça, c'est quand même une des dimensions du livre que j'ai un peu oublié avec le temps, mais c'est vrai que c'était une des intentions. C'est quand même dans cette guerre civile, c'est un peu une figuration malgré tout de la vie. Il y avait certains moments qui n'étaient pas faciles pour moi pendant l'écriture de ce livre, et je trouvais que voilà, le fait de
toujours devoir s'accrocher, se lever le matin, etc. Il y a un beau Parfois, passage je sur me l'aube, disais, les aubes qui ne sont pas si claires et si ouais, belles. La voilà. promesse de l'aube, mais plus grise. Oui, c'est Il faut ça, recommencer. les nuits d'angoisse et tout ça. Et voilà, et c'est toujours recommencer, toujours reprendre. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est marrant parce que c'est une dimension que j'avais oubliée, mais pendant que je l'écrivais, j'y pensais beaucoup. C'est que, en fait, c'était un peu une figuration de la vie, quand même, cette guerre civile, qui est clairement pas facile tous les jours. Heureusement, il y a de beaux moments, Mais oui. comme celui que nous vivons en ce moment. Exactement. Et c'est un peu comme Camus, et ça fait du bien que Camus ait dit ça aussi, qui dit il faut imaginer Sisyphe avec sa pierre heureux. Un Oui, oui, Sisyphe oui. heureux, Oui, oui, oui. ce sera un Sisyphe qui repousse sa pierre et qui la Oui, oui, relance à la fois. oui. Ces petites choses du quotidien qui reviennent, Mais comme disait Camus. Camus est assez proche de ce livre. Hein. C'est quelqu'un qui m'a toujours parlé. Parfois, vous voyez, j'ai un peu de mal. J'aime l'utiliser dans mes cours, mais parfois j'ai un peu de mal parce que il y a d'autres écrivains qui sont plus puissants que lui, et donc parfois j'ai l'impression d'enfoncer un peu des portes ouvertes avec Camus sur la générosité, la beauté de la nature, etc. Mais en fait, tout ce qu'il dit m'est tellement proche. En Vous avez l'impression que réalité, c'est une banalité. Mais voilà, non, c'est je me parce que vous sens. avez intégré cette force. Oui, est-ce que je me sens vraiment si convaincu par cette pensée, voilà, de la nuance, de la générosité, de l'humanité, en fait. On peut trouver que la pensée humaniste est faible, mais il n'empêche qu'elle a une beauté. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que on pense toujours que les humanistes et les démocrates sont des êtres faibles. Mhm. Finalement, c'est quand même ce qu'on voit dans le monde. C'est voilà, des régimes forts qui s'affirment, etc. C'est vrai. Mais ce que je voudrais espérer, c'est que non, c'est que les démocrates et les humanistes, il y a une certaine douceur chez eux, mais qu'en fait, dessous, il y a une vraie capacité de résistance. Et ce que j'espère, c'est qu'on sous-estime toujours notre faculté à nous battre. Et d'ailleurs, et au livre à nous sauver. Oui. Et Madeleine, hein, c'est ça, un personnage, la vieille dame qui était prof de français, un peu vous êtes prof de littérature, mais et qui dit que les livres l'ont toujours sauvée. Oui, pour moi, c'est assez vrai. Ouais. Alors pour vous citer, pour terminer cette émission, vous disiez, mais c'était dans une écriture précédente, la vérité n'est pas une fin en soi. Si elle est un trésor, c'est un trésor qui brûle et dont il faut se libérer les mains en la déposant dans les mains des autres par la littérature, le livre. Merci de nous avoir fait vibrer, brûler avec ce magnifique roman, Fabrice Imbert. Merci beaucoup. De l'autre côté de la vie, chez Calmant Lévy. On vous recommande cette lecture, elle est magnifique. Et il y a plein de petites phrases qu'on souligne, c'est très chouette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabrice Imbert. Merci. Merci à tous d'avoir fait le choix de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.